Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur cette émission Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook et YouTube. Au menu de cette édition, la dissolution des partis politiques au Mali par la junte, la faible exécution des projets de santé, énergie et eau, et la réinstallation de la FECOFOOT dans son siège officiel. Avec moi sur ce plateau, Francis Dadé Mabiala, journaliste sportif à Vox TV, Albert Nyanzuguta, directeur des publications du journal La Semaine africaine, et Prince Honneur Abanzounou, un journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour Chrysostome. Soyez les bienvenus sur ce plateau de Vox Hebdo. Je vous invite à suivre ce reportage pour aborder notre premier élément de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Décret numéro 20-25-03-18 PTRM du 7 mai 2025 portant suspension des activités des partis politiques. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 66-6/ANRM du 2 mars 1966, modifiée portant réglementation des assignations à résidence, des mesures d'éloignement et d'expulsion, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2004, modifiée relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004, portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2024-0658/PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2025-0070 PTRM du 3 février 2025 fixant les intérims des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décide. Article 1er. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 7 mai 2025. Alors, nous avons vu que les partis politiques sont dissous au Mali et nous savons aussi qu'à la suite de cette décision, les chaînes étrangères aussi ont été interdites de diffusion. Albert, est-ce que ces genres de décisions peuvent nuire au fonctionnement du pays comme le Mali actuellement? Le Mali est en tout cas dans une phase délicate. Notez que des trois pays qui ont procédé à un changement brutal d'orientation politique, donc par coup d'État, Burkina Faso, Mali et Niger, c'est le pays qui se distingue le plus par des décisions et une démarche étonnante et surprenante, ce qui ne veut pas forcément dire une démarche consensuelle applaudie par les peuples, parce que suspendre la plupart des partis politiques, c'est créer un vide, et créer un vide dans lequel va s'engouffrer bientôt une réalité dont nous n'avons pas encore tout à fait
le contour, le profil. Donc, est-ce que c'est un bien, un mal? Moi, j'aurais tendance à croire que ça n'est pas comme cela que une transition qui aspire notamment à changer, à remplacer les institutions présentes, devrait s'y prendre, mais on dirait que Assimi Goïta est tout à fait déterminé à aller de l'avant, à ne pas écouter les voix discordantes autour de lui. Et donc, voilà, on regardera, on verra. Oui, on regardera, on verra, Prince Honneur, la dissolution des partis politiques au Mali. Est-ce que ça peut avoir une conséquence dans la vie des citoyens? Bon, oui, il y aura des conséquences. Ça peut être fois positif comme négatif dans la vie des citoyens maliens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne devons pas nous habituer avec les vieilles pratiques. Moi, je suis contre ceux qui manifestent pour manifester. Le Mali est resté pendant des années. Ils ne sont jamais en paix. Il y avait ces partis politiques. Qui d'autres sont plus constitués d'une manière régionale ou ethnique, voire sectorielle. Mais lorsque vous avez des autorités comme le trio de Assimi Goïta, Brahim Traoré, autrement dit la zone AS, qui veulent à tout prix changer la donne de tout ce qui existait comme avant. Et aussi, vous regardez des restrictions qui sont en train de manifester, ce sont ceux qui sont souvent soutenus par les Occidentaux, les villes métropoles qui veulent à tout prix gérer le Mali. Vous savez, parmi ces trois pays, s'il y a celui qui paye plus de prix, c'est le Mali. Pourquoi? Parce que sans créer peut-être des incidents diplomatiques, mais et je ne citerai pas d'autres pays environnants du Mali. Ou de l'AS, puisque ce sont... Oui, au-delà de l'AS, ils ont une alliance qui veut combattre ces mauvaises pratiques. Pour regarder, au Burkina Faso, il n'y a pas... Qu'est-ce que le président dit? Tant qu'on ne retrouve pas la paix, on ne parle pas d'élection. C'est une décision. Est-ce que les gens ne vivent pas? Est-ce que les institutions ne fonctionnent pas? Pourquoi voulez-vous toujours que nous puissions copier ce qui revient de l'Occident pour dire que l'élection doit être à 4 ans après, 5 ans après? Quand ils utilisent la population pour dire qu'ils manifestent, oui, on a dissous. On interdit les chaînes étrangères de diffuser. Mais ils sont proprement partisans. Il n'y a pas l'impartialité dans le traitement de l'information. Faites le recoupage d'informations à travers ces chaînes, que je ne vais pas citer le nom. Donc, ils ont le même lobby, ils ont le même groupe. Tout ce qui profite à eux. Je prends un exemple. J'ai toujours dit, la crise qui a secoué la France avec les gilets jaunes, si c'était dans un pays africain, c'est bon. Vous allez dans les gilets jaunes, nous sommes avec le Mali, c'est bon, merci. Et Francis, les partis ont été suspendus. Peut-on penser que ce sont les partis politiques qui accentuaient la violence au Mali? Mais écoutez, je pense que le gouvernement actuel du Mali, c'est un gouvernement assez spécial. C'est pour lutter contre l'insécurité et c'est pour lutter contre le terrorisme. Donc, je pense que la décision qu'a pris Assimi Goïta, c'est aussi une décision assez spéciale. Ils n'ont pas dit qu'ils vont pas revenir là-dessus dans l'avenir. Aujourd'hui, on dissout les partis politiques pour que on puisse remettre un peu de l'ordre dans la vie politique du Mali, parce que demain, c'est pas interdit qu'on puisse retrouver encore plusieurs partis politiques. D'ailleurs, par rapport à la décision que nous avons suivie dans le reportage, il y a quand même 5 partis politiques qui est retenu, le nombre de 5, par rapport aux 297 qui a été dissous. Donc, d'après le communiqué, on sait qu'il va y avoir dorénavant seulement 5 partis politiques au niveau du Mali. Donc, je pense que cela, ça démontre aussi que on a la volonté de dissoudre d'un côté, mais on a aussi la volonté d'avoir cette confrontation politique au niveau de la vie politique du Mali. Ok, oui, Albert. Oui, non, je disais, c'est tentant. On entend ça souvent de dire bon, voilà. Effaçons et recréons du neuf. C'est bien. Mais nous sommes à plus de 60 ans des indépendances et nous ne faisons que recréer. Il n'y a finalement aucun agglomérat qui a appris et qui nous serve de modèle pour dire voilà, ici au moins ça a réussi,
continuons comme ça. Ce sont les partis politiques qui causent vraiment cette insécurité au Mali. C'est-à-dire que j'espère ne pas avoir raison de constater, de vérifier dans un futur plus ou moins proche que finalement, à 5 partis politiques, le Mali sera aussi bruyant, aussi désordonné, j'allais dire, dans la marche vers le développement que quand il l'était avant. Parce que le désordre, la non-cohésion des initiatives peut être provoquée par des individus qui sont tout à fait singuliers, tout comme par des groupes d'individus, des groupes de partis politiques. Donc la solution, selon moi, n'est pas dans la suppression ou la diminution du nombre de partis politiques, mais dans une certaine cohésion dans la vision de ce que un pays indépendant peut faire un pays comme le Mali. Ok, merci beaucoup. Mais nous pensons, nous pouvons être d'avis qu'on attend que la situation qui prévaut au Mali, si elle ne profite pas à la population, je pense que ça sera une situation. Le Mali était un laboratoire de démocratie, je vous le signale. Voilà. Donc la situation qui prévaut au Mali devrait profiter à la population parce que les responsables qui viennent conquérir le pouvoir, c'est pour le bien-être de la population. Nous allons donc passer à notre deuxième sujet et je vous invite à regarder ces éléments de reportage. Selon le contenu de son rapport de l'exercice budgétaire 2023, concernant le suivi de l'exécution des projets d'investissement public dans les secteurs de la santé, de l'énergie et de l'hydraulique, la coalition congolaise publiée Ce que vous payez révèle que 68% des 179 projets inscrits de l'État n'ont pas été exécutés. Une problématique qui exige la transparence. C'est un exercice que nous faisons depuis 10 ans et autour duquel nous sommes plus ou moins arrivés aux mêmes conclusions. Nous ne comprenons pas que pour 2023, l'État ait pris sur lui de pouvoir réaliser 179 projets confondus en ce qui concerne le secteur de la santé, de l'énergie et de l'hydraulique, mais que sur ces 179 projets, 68% n'ont pas été démarrés jusqu'au moment où nous sommes en train de rendre compte. C'est dans l'ordre de peut-être autour de 52 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, de ces budgets-là qui n'ont pas été exécutés et pour lesquels nous posons la question, qu'est-ce qu'on a fait justement de ces 52 milliards ? Ces études réalisées dans les différents départements du pays n'ont pas été une tâche facile pour ces acteurs de la société civile qui recommandent au gouvernement le respect strict du code de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons demandé de rendre l'information budgétaire transparente. Il ne sert à rien de prévoir beaucoup de projets qu'on ne peut pas réaliser en une année, mais aussi beaucoup de prévisions budgétaires alors que les financements ne sont pas disponibles. Nous avons un code de transparence, l'article 63, qui oblige le gouvernement de la République à divulguer sur des sites web toute l'information budgétaire, c'est-à-dire la situation de crédit, les prévisions, qu'est-ce qui a été décaissé, qu'est-ce qui a été donné au ministère pour la réalisation du budget d'investissement. C'est important pour que les citoyens puissent suivre pourquoi par exemple, le centre de dialyse de Pointe-Noire, qui a été financé depuis 7 ans, n'est pas toujours construit. Les acteurs de la coalition congolaise publiée Ce que vous payez, qui constatent des incohérences entre les prévisions budgétaires et les décaissements des fonds publics, souhaitent poursuivre une franche collaboration avec les autorités nationales dans le cadre de la reddition des comptes et de la gouvernance optimale des finances publiques pour l'intérêt de tous. 179 projets prévus, mais l'exécution nous amène à 68% non exécutés. Prince Honneur, quand on regarde ces statistiques, peut-on penser que les pouvoirs publics ont finalement envie que les projets arrêtés, budgétisés, puissent finalement profiter, se réaliser et profiter à la population? Bon. Vous savez, quand on suit ces ONG, on a l'impression que rien ne se fait au pays. Et je me pose même la question, est-ce que ce qu'ils disent, c'est vrai ou c'est faux? Parce que si on s'en tient à ce qu'ils disent, c'est créaire. 179 projets. Ils n'ont pas voulu peut-être donner les projets non réalisés. Ils ont juste contourné pour dire si on a un bon mathématicien, on peut toutefois déchiffrer ce 179 projets
Ils ont 179 projets suivis en 2023 dans les domaines de la santé, de l'énergie et de l'hydraulique. Seulement 9% ont été achevés et sont fonctionnels. En revanche, 68% des projets n'ont même pas démarré malgré leur inscription au budget d'investissement. De plus, 4% sont achevés mais non fonctionnels. 7% sont en cours de réalisation et 3% ont été exécutés en dehors de leur exercice. Il parle inscrit au budget. Ouais. La question qu'on devait se poser, est-ce que l'inscription de ces projets au budget ont été assortis des moyens pour que ces projets soient réalisés? C'est la question que je me pose. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand on suit ces ONG, on peut croire que rien ne se fait. Mais à propos de quelques projets liés à la santé, à l'énergie, à l'eau, déjà l'eau et l'électricité se fait partie. Si je me trompe pas. Vous comprenez que c'est déjà, ça montre suffisamment que rien ne se fait. Parce que le Congolais a du mal à s'approvisionner. En eau et en électricité. Oui, en électricité permanente. Nous qui comptons de l'émergence, c'était en 2025. Là, nous sommes en 2025. On parle de 2030, voire 2035. Si réellement nous voulons aller à l'émergence, il faut que l'eau et l'électricité soient pérennes. On parle un peu des centres de santé. Bon, je peux dire que quelque chose est un peu de sortir de l'eau en regardant les centres de santé intégrés qui sont un peu rattachés ça et là, créés en vue de rapprocher ces services médicaux, ces centres médicaux aux usagers. Ça, c'est peut-être une bonne chose, mais le grand problème, c'est le fonctionnement. Maintenant, oui, comme je l'ai dit, on ne crée pas pour créer, il faut créer pour mettre un service adéquat qui peut répondre. Aujourd'hui, nous avons un problème avec nos grands hôpitaux, entre guillemets. J'ai dit grands hôpitaux, entre guillemets. Pourquoi? Parce que tous les patients se dirigent vers ces hôpitaux. Au moment où il y a des cas que ces hôpitaux ne devaient plus recevoir. Autant normal. Les centres de santé intégrés devaient s'en occuper. Mais comme il n'y a pas aussi l'information. Est-ce que parfois c'est pas aussi ils n'ont pas confiance en ces petits centres? Tout ça, ça fait partie. Ils n'ont pas confiance, oui, ils n'ont pas confiance. Soit il a été une fois vexé, il a été une fois déçu d'un service ou d'un rendement. Voilà pourquoi. Il y a un langage parfois dans la rue, certains disent vos soi-disant médecins que vous avez formés ne sont pas à la hauteur. Mais parce que est-ce qu'ils sont recyclés? Est-ce qu'ils suivent une formation adéquate en fonction de la conjoncture actuelle, en fonction de la population qui est en face? Je prends un exemple. Vous pouvez aller apprendre en France. C'est la même théorie. Mais la vie quotidienne, le vécu de celui qui est en France et le vécu de celui qui est à Brazzaville, c'est différent. Pourquoi je le dis? Et c'est vérifiable. Parce que nous ne consommons pas peut-être les mêmes choses. Nous n'avons pas peut-être la même manière hygiénique d'utiliser les choses. Et c'est pourtant dire que le médecin... On n'a pas la même réalité. La même réalité. Donc, celui qui est en face de toi est censé maîtriser. Il ne doit pas appliquer ce qu'il a appris automatiquement en France pour dire que non, quand il y a telle anomalie, c'est tel médicament qu'il faut donner. Mais est-ce que, en fonction de ton environnement, de ton alimentation, voilà pourquoi j'ai dit, on a un grand problème. Le problème, c'est de peut-être moraliser. Parce que tout vient aussi de là. C'est pas parce qu'on a formé quelqu'un qu'on peut le jeter comme ça. L'eau. Maintenant, quand cet ONG publie ce que quand vous payez, met en cause, mais ils savent au moins, eux qui ont peut-être pu amener ces enquêtes, oui, ces enquêtes. Ils peuvent aller déposer à qui de droit. Tels projets ont été budgétisé, l'argent décaissé, mais c'est pas sorti. Oui, vous pouvez parler entre nos médias, c'est bien, mais je crois que ces rapports doivent être publiés pour que quiconque puisse en bénéficier. Mais le Parlement, oui, nous avons un Parlement depuis 251 députés, 66 ou 72 sénateurs, mais chacun de nous sort au moins d'une circonscription
électorale ou d'une zone donnée, ils peuvent au moins donner ces rapports à ces députés. Même s'ils peuvent ne pas poser les questions, mais ce qui est sûr, c'est de dire. Oui, je crois que ces rapports sont déposés. Alors, Albert, quand on regarde les chiffres qui sont publiés, les statistiques publiées, est-ce que peut-on penser que vraiment les autorités ont à cœur les problèmes des populations? Bon, il faut souligner que à chacune des fois où publier ce que vous payez prend la parole, sort un rapport, c'est un événement très couru par les observateurs de la société civile parce que on veut voir les progrès que notre pays fait dans tel ou tel autre domaine et très souvent c'est plus ou moins la même chose, le même déchantement. Mais il y a aussi quand même le regard du citoyen que nous sommes. Nous avons tourné dans les préfectures, dans les départements et nous pouvons compter le nombre de ce qu'on appellerait les éléphants blancs. Donc, telle préfecture qui n'est pas terminée, telle CSI. D'ailleurs, ça, depuis longtemps, nous en sommes là à voir que nous n'avons pas la volonté proclamée au départ de terminer ce que nous voulons faire pour le bien du peuple. Et donc, le peuple ne peut être que désenchanté, ne peut être que, comment dire, tout à fait bougon, disant, bon, ben voilà, c'est une source Afrique, on crée, on annonce telle chose, comme nous le disions sur ce plateau il y a un de ces jours, nous en sommes peut-être maintenant à la deuxième ou troisième pose de la première pierre du barrage de Sunda. Donc c'est dans la même réalité. Les projets mis en cause sont presque sur la ligne de mire du gouvernement parce qu'on a lancé eau pour tous, santé pour tous, électricité pour tous et curieusement, ce sont les mêmes projets aussi. On se rend compte que parfois le budget ne passe pas. Il y a un véritable problème. Alors, Francis, quand on regarde, peut-on vraiment douter de la véracité des chiffres ou des statistiques qui sont présentées quand on regarde ce qui nous environne? Mais je pense que par rapport à cette ONG, c'est quand même une ONG qui est crédible parce que c'est pas la première fois qu'ils puissent publier les chiffres au Congo. Oui. Mais moi, je me mettrais plus à la place de la population. La population, quand tu regardes ce genre de reportage, quand ils prennent connaissance de ce genre de chiffres, il y a de quoi être dessus, comme a dit notre collègue, parce que ça fait beaucoup de choses. Imaginez-vous que 179 projets et 68% de ces projets ne sont pas réalisés. C'est énorme. Et quand vous regardez, je suis d'accord avec ce que a dit Prince tout à l'heure. Si on prend par exemple sur le cas de la santé, surtout dans la santé de petite enfance, infantile. Bon, imaginez-vous que il y a beaucoup de dégâts qui se font aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas aller au CHU, comme a dit à Banzoulou tout à l'heure. Il y a des quartiers reculés aujourd'hui qui ont la possibilité seulement d'aller dans des centres intégrés. Mais si ces centres intégrés aujourd'hui ne fonctionnent pas, n'ont pas de matériel, il n'y a rien, mais on doit simplement comprendre que non, il y aura beaucoup de décès dans cette zone d'habitation. Donc je pense que à la longue, il va falloir que les choses puissent être faites dans les règles de l'art, comme on dit. Mais il faut aussi qu'il y ait un contrôle de ce qui est sorti, ce qui reste à sortir et ce qui devrait sortir dans l'avenir. Et il y a vous allez continuer, mais il y a un réel problème parce que les ONG ont dénoncé qu'ils n'ont pas pu vraiment comparer les données et ils ne peuvent pas aussi, déjà ils ont dénoncé qu'il n'y avait pas la loi de règlement. Exactement. Oui, Prince. Oui, sinon que, comme j'ai dit, on peut avoir la volonté de faire et la volonté d'entreprendre, mais le manque, je l'ai toujours dit, le manque des statistiques, c'est un problème réel pour notre pays. Nous parlons de l'émergence. Les statistiques ne devaient pas être quelque chose qu'on doit être derrière
une autorité ou un directeur pour qu'on ait cela. Nous sommes à l'heure du numérique. Ça doit être public, tout le monde doit Nous sommes à avoir l'heure du connaissance de numérique. ça. Donc là où tu es, tu rentres. Pour comparer, on n'a pas besoin d'aller dans un bureau. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons encore beaucoup à faire. Le fait qu'on a beaucoup à faire, oui. L'ONG Publiez ce que vous payez. publier ce que vous payez, n'aura que les yeux pour pleurer, pour dénoncer. Mais ce qui est sûr, il y a le b.a.-ba que nous devons faire. Il y a le b.a.-ba. Peut-être, c'est cet argument quand le doyen parlait du promotion qui dit, on a pas l'habitude de détruire pour reprendre. Moi, j'ai une seule idée. On détruit pour reprendre parce que les fondements ont été mal posés. Quand les fondements sont mal posés, on sera que dans l'obligation de recommencer chaque fois, parce que celui qui arrive, il ne le fait pas pour une longue durée. Pour lui, c'est quelque chose à consommer au moment où il est aux affaires. Bon, au fond, gouverner, c'est prévoir. Prévoir, savoir avoir cette amabilité de projeter même l'avenir. Aujourd'hui, on a cette volonté de dire Emmanuel Kant a dit, X a dit, mais parce qu'ils avaient cette vision. Ils sont comme des petits génies. Voilà pourquoi nous souffrons. Les gens n'ont pas la vision de comprendre des choses et de projeter, de dire dans 50 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous verrez dans 20 ans, nos enfants viendront encore vous revoir ce que nous avons laissé. On va détruire pour recommencer. Pourquoi? Parce que on n'a pas une vision assez et nous travaillons sur le quotidien, ce qui ne serait pas bien. Et voilà pourquoi ces projets, le duel a dit, les éléphants blancs, on les voit partout. Moi, parfois, je me pose la question, qu'est-ce que ces autorités, certains, même avec des petites recettes, je me dis, je vois parfois un bâtiment qui est en train de couler, je dis, mais celui-là ne peut pas arranger, il attend qui? Et c'est pour le fait, tu es obligé d'attendre donc, parfois, c'est créa. Il y a la moralisation qu'il faut élever au plus haut sommet. L'éducation civique, oui, c'est bien, il faut peut-être en maximiser, mais il y a peut-être une manière encore de le faire pour quiconque veut accéder à une fonction d'État, quiconque veut accéder à un poste de responsabilité, je crois que il devrait avoir peut-être pas l'enquête, je peux parler d'enquête de moralité, tout ça. Ok, nous avons compris. Résultats. Nous avons compris, il faut moraliser la vie publique, il faut peut-être éduquer encore nos autorités pour que ces genres de situations ne se répètent plus, parce que je rappelle que cette ONG, depuis 2020, est en train de produire le même rapport et c'est le même constat. Il avait même produit, cette ONG avait produit un rapport où il était même question que 160 milliards avaient disparu sans laisser de traces. Donc, moralisons vraiment notre vie publique et la population gagnerait pour sa santé, pour l'électricité et pour l'eau.